Bonjour, ici Bouga de la communauté JDR Virtuel et voici la troisième vidéo dédiée à l'apprentissage du framework pour Savage Worlds pour le Virtual Tabletop Map Tool. Et cette vidéo ici en fait est plutôt réservée aux MJ. Donc ce sont des fonctions ici que les joueurs ne pourront pas accéder et si vous êtes joueur, c'est pas la peine de regarder ça, vous n'en aurez pas besoin pour jouer pendant les parties. Par contre, si vous êtes MJ, c'est quasi indispensable de connaître ces différentes fonctions. Ça va vous permettre déjà d'apprendre les fonctions particulières spécifiques au MJ accessibles à partir des fiches de personnages. Également passer en revue toutes les petites macros que j'ai créées dans le panneau campagne que vous voyez ici dans l'interface et qui sont réservées au MJ pour lui faciliter un peu la vie. Et également des explications pour la création et l'adaptation de Savage Worlds à un univers particulier dans une campagne map tool. Quelque chose d'important car il y a énormément d'univers pour Savage Worlds et par exemple les atouts, les pouvoirs, les armes, les handicaps ne seront pas forcément les mêmes d'un univers à l'autre et vous pouvez customiser tout ça pour que ça soit particulièrement adapté à votre univers. Donc nous allons commencer tout d'abord par la fiche de personnage. On s'arrête là où nous étions arrêtés dans la vidéo précédente et tout particulièrement nous allons voir la section tout en haut, le bandeau noir de la fiche qui a des fonctions qui sont spécifiques et uniquement accessibles au MJ. On avait parlé de ce bouton ici, donc le joker ici qui indique que ce pion, si le bouton est en clair, étant éclairé que en fait ce pion est capable de lancer un dé joker quand il fait ses jets de traits. Le MJ lui peut cocher ici et être capable en fait de désactiver ça ou d'activer ça. Alors à savoir, je répète ça mais pour que ça soit clair, si vous avez un personnage qui est un joker et par défaut ce bouton là va toujours être activé. Okay. Par contre quand vous avez un personnage qui est un extra, ce bouton là va être grisé par défaut. Si ce bouton-là est un extra et que vous voulez faire un jet avec un dé joker pour des raisons de règles particulières, un cas exceptionnel, vous pouvez, avant de faire votre jet, cliquer là-dessus, faire votre jet de trait, et après, automatiquement, le pion va automatiquement repasser en grisé, juste pour que vous n'ayez pas à vous rappeler à le faire, pour pas qu'il se mette à faire des dés avec des dés jokers, ce qui causerait des problèmes du point de vue de l'équilibrage. On va faire peut-être un exemple ici. Ce personnage est un extra, là, c'est un loup, en quelque sorte, et vous voyez que normalement, lui, il n'aurait pas droit à avoir de jet de traits. Enfin, pas de dés joker pour les jets de traits. Je vais faire un exemple ici, je vais lui faire un jet d'agilité, vous pouvez voir, hop, il n'a pas de dés joker. Maintenant, je coche ça. Je vais lui faire son jet d'agilité de nouveau. Et là, hop, vous voyez que juste pour ce jet, il a eu son dé joker. Malheureusement, ça ne lui a pas beaucoup servi parce que son dé principal était très bon. Mais vous voyez que automatiquement, cette partie-là dans la fiche, c'est grisé de nouveau. Donc maintenant, si je refais un jet, il n'aura plus de dé joker. C'est normal, c'est prévu comme ça. Si vous voulez qu'un pion soit toujours capable d'avoir son dé joker, soit vous le mettez en joker du point de vue du type de pion et on va voir comment le faire, soit en fait vous créez un nouveau type de pion, on verra ça aussi comment faire dans cette vidéo et à ce type de pion vous assignez le fait qu'il soit capable de faire des dés jokers. Il y a des univers dans lesquels certains personnages qui sont pas vraiment des extras et pas vraiment des jokers n'ont par exemple un seul point de blessure, tout comme un extra, mais par contre ils ont accès aux dés jokers parce qu'ils sont un peu spéciaux. Et ben on peut créer des types de pions dans le framework qui sont comme ça en fait. On peut définir des types de pions. Donc et ça va venir de bientôt. Donc voilà. Pour les fonctions suivantes, donc on avait vu ici, ça c'est surtout à l'usage du MJ. On ne peut pas cliquer dessus, c'est juste indicatif, c'est le type de pion qui a été choisi parmi les types de pions définis dans le framework. Et là, si le pion est un PC ou un NPC dans MapTool. Okay, ça définit s'ils ont une vue généralement, c'est principalement la grosse différence. Ensuite, le type de pion, lui, va définir des choses comme est-ce qu'il a accès aux des jokers, le nombre de blessures auxquelles il aura droit avant de tomber inconscient, le nombre de fatigues auxquelles il aura droit et ce genre de choses. Est-ce qu'il va aussi avoir des cartes d'aventure au début du pion et le nombre de jetons maximum qu'il peut utiliser. Vous voyez qu'un extra ici est un peu différent. Il a 0 jetons quand il démarre. Si je clique ici, vous voyez, plus de bénise, c'est normal. Voilà. Par contre, ici, il y a un petit problème. Ah oui, c'est un extra de PJ, donc un allié. C'est pour ça qu'il ne peut pas avoir accès au pool
de jetons que le MJ a. Selon les règles de Savage Worlds, un MJ a un certain nombre de pions, de jetons qu'il peut dépenser au gré de sa volonté pour n'importe quel de ces pions à lui. Ici, ça n'est pas le cas parce que ce pion est un PJ, donc ça sera un allié, mais quand même un extra. Donc le MJ ne va pas dépenser des jetons pour ce pion. Alors je pense avoir un pion quelque part ici qui va faire ça. Je vais changer ça. On va voir ça tout de suite. On va voir comment on peut changer le type de pion. Alors ce bouton-là ici, si vous mettez la macro, explique ce qu'il va faire, c'est la configuration du pion. Seul le MJ peut cliquer là-dessus. Je clique là, et voilà, donc là vous avez tout un tas de fonctions importantes. Et chacune également a son infobulle qui explique ce qu'elle fait, et la valeur par défaut. Donc quand vous voulez modifier, regardez ça au début, une fois que vous connaîtrez bien le framework, ça sera assez facile. Vous voyez que les champs en rouge également sont influencés par le type de pion. Donc si vous donnez le type de pion est ici, et vous voyez que là c'est un extra, mais un extra PJ, là je vais le transformer en extra PNJ. Ça veut dire que ces valeurs là, 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 là et là seront imposées par ce type de pion. Alors ici vous voyez ça aussi, les aptitudes monstrueuses, c'est quelque chose qui est uniquement accessible au PNJ. Donc je vais cocher ça pour qu'on puisse les voir sur la fiche. Normalement par défaut elles ne sont pas visibles sur la fiche, ce sont un peu comme des atouts mais pour les monstres et pour les créatures, et elles seront visibles qu'une fois que j'aurai activé ça. Donc vous voyez ici, même si je définis un certain nombre de pions, ça sera défini, cette valeur sera quand même modifiée après par le fait qu'il soit un pion extra PNJ. Donc une fois que vous avez changé une de ces valeurs-là pour donner autre chose que custom, c'est pas vraiment la peine de mettre un chiffre quelconque là-dessus, parce que de toute façon ça sera changé selon la valeur définie pour ce type de pion. Si vous voulez être capable de modifier toutes les caractéristiques ici, il faut le laisser en custom. Okay, voilà. L'intérêt justement d'avoir ces catégories, c'est de ne pas avoir à tout configurer à chaque fois. Vous dites tous les pions extra PNJ vont être comme ça et ils auront ces valeurs mises en place par défaut. Et dans le système de modification de l'univers, c'est là où vous pouvez définir ces différents types de PJ et PNJ. Vous n'êtes pas bloqué avec ceux que j'ai créés, vous serez capable de modifier ceux qui sont là, de les retirer ou d'en ajouter d'autres. En tout cas, pour l'instant, donc, on a ça. Aptitude monstrueuse et un petit peu particulier dans le fait que si un type de pion, là j'en ai pas créé, mais j'aurais pu créer un pion monstre avec aptitude monstrueuse coché par défaut. Si c'est coché, si le type de pion inclut aptitude monstrueuse, même si je coche pas ici, l'aptitude monstrueuse sera définie pour ce type de pion. Par contre, si je crée ce pion-là et que je crée un joker PJ ou PNJ et que ce type de pion normalement ne serait pas capable d'avoir une aptitude monstrueuse, même si je le coche ici, ça sera quand même disponible. Donc ça va dans un sens mais pas dans l'autre. Pour tous les autres, aptitude ici, là en rouge, c'est le type de pion qui va prévaloir pour définir ces valeurs. Okay. Ensuite, donc là vous pouvez définir le nombre de cartes d'aventure par session. Ça c'est en fait une variable qui normalement c'est un pion novice, un personnage novice a droit à une, un personnage aguerri en a droit à deux et ainsi de suite. Là vous pouvez définir ici ce à quoi il y a droit. Et en fait il y a la macro du MJ qui fait que quand au début de séance vous pouvez cliquer sur cette macro, ça va définir le nombre de cartes d'aventure par session. Et enfin plutôt ça va donner à chaque pion qui est un PJ ce nombre de pions défini. En fait, c'est sa valeur par défaut. Donc, vous pouvez mettre ça. Ensuite, initiative minimale. Donc ça, ces trois valeurs ici définissent des valeurs importantes pour l'initiative. Si vous voyez ici, c'est tout expliqué à chaque fois, si vous en rappelez pas pendant la partie. Mais en gros, c'est qu'il y a des atouts ou certaines caractéristiques particulières qui font que certains pions seront capables de relancer, de retirer de nouvelles cartes si leur initiative est en dessous d'un seuil. Donc là c'est la valeur 2, donc en fait en gros c'est la plus basse carte, c'est 2 en fait dans un jeu de poker. Donc quoi qu'il arrive, il ne relancera jamais. Pareil ici, sauf que ici c'est que si la carte qu'il a tirée est inférieure à ce seuil là,
elle sera considérée comme égale à ce seuil-là. Il ne va pas retirer la carte plusieurs fois, mais sa carte deviendra, par exemple, il a tiré un 2, son atout dit que la valeur, ça sera 7, et ben dans ce cas-là, son 2 sera l'équivalent d'un 7 dans l'initiative. Et enfin, certains atouts permettent de lancer l'initiative plusieurs fois et de garder la meilleure carte. Ben là, c'est là que c'est défini. Par défaut, tous les joueurs tirent une seule carte, mais là, vous pourriez changer ça pour qu'il en tire 2 ou 3. Okay. Voilà. Donc c'est indiqué ici, par exemple, l'atout vif permet ici de mettre une. Si votre personnage a un atout à l'atout 6, mettez ici 6 comme cette valeur-là pour la carte, et une fois que vous aurez enregistré, quand il va tirer l'initiative, il retirera une carte jusqu'à ce qu'il obtienne quelque chose au moins égal à un 6. Voilà, c'est l'idée. Ensuite, blessure avant critique. Alors là, on avait un pion qui était un extra, donc un 0 en fait. Dès qu'il obtient une blessure, il passe en état critique. Donc c'est marqué là. Hein, c'est pour ça qu'il y a 0. Il peut subir que 0 blessure avant de tomber en état critique. C'est marqué là en fait. Défaut 3 pour les jokers, 0 pour les extras. Il y a des types de pions qui sont intermédiaires là, c'est pour ça qu'on peut changer. Blessure ignorée, c'est en fait l'équivalent de l'atout nerf d'acier dont j'ai parlé tout à l'heure, dans la vidéo 2, deuxième vidéo de cette série. Si par défaut, les gens n'ignorent aucune blessure, mais si vous mettez 1 ici, même s'il prend une blessure, il aura 0 en malus sur sa fiche. Ça sera indiqué, il n'y aura pas indiqué -1. Comme il l'aurait normalement pour les malus de jet de trait. Si il avait 3 blessures, s'il a l'atout nerf d'acier, ça sera indiqué -2 au lieu de -3. Et là, c'est exactement l'équivalent pour en fait la même chose pour la fatigue. Hein, les extras, eux, peuvent prendre 2 points de fatigue et le 3e point de fatigue va les mettre en état critique. C'est pareil. Voilà, là c'est marqué 2 pour tout le monde. Et ici, fatigue ignorée pour les malus. C'est le même principe que ce qu'on avait vu ici. Enfin, encombrement. La règle de l'encombrement fait que normalement, votre seuil d'encombrement, c'est 5 fois votre dé en force. Hein, donc si vous avez un D4, ça ferait 20. Tous les 20, de 0 à 20 unités d'encombrement, pas de malus. De 21 à 40, -1, et ainsi de suite. Donc là, en fait, ça permet de changer ça pour ce pion, parce que par exemple, dans certains univers, certains atouts permettent d'avoir un multiplicateur de 6, 7, 8, 9, 10. Donc on peut changer ça, et ça change que pour ce pion-là, parce que je vous rappelle qu'on change la configuration de ce pion. Et enfin ici, on peut en fait choisir un autre attribut différent. Donc ça c'est pour le cas où vous auriez un univers où c'est pas la force qui définit, ou alors c'est un autre élément qui définit ça. Vous pouvez changer ça. Rajouter par exemple un attribut autre que la force, un deuxième attribut qui serait par exemple force encombrement. Vous le créez en cliquant ici dans les attributs, vous créez un nouvel attribut, et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez utiliser cet attribut ici, et à partir de maintenant, l'encombrement ne sera pas calculé à partir de la force, ce sera calculé à partir de cet autre attribut. Donc ça permet d'avoir un peu plus de flexibilité pour certains univers. Et après ici, c'est le même principe, mais c'est à peu près pour d'autres capacités. Par exemple, par défaut, la vigueur, c'est ça qui va déterminer votre résistance telle qu'elle est calculée ici. Alors là, vous pouvez le changer à faire autre chose. C'est pareil, vous pouvez créer un nouvel attribut différent. Si par exemple il a un attribut, il a un bonus qui fait que sa résistance est calculée sur un dé supérieur que sa vigueur, vous créez vigueur, résistance, un nouvel attribut, et après vous définissez ici que cet attribut sera défini pour ça, et donc en fait du coup sa résistance sera calculée autrement. Voilà. Donc ça permet d'être un peu plus flexible. Pareil, l'encaissement normalement pour faire les jets d'encaissement utilise la vigueur. Et là, vous pouvez changer ça, comme ça, quand vous faites un jet d'encaissement en dépensant un jeton, boum, ça utilisera autre chose que la vigueur. Compétence parade, la parade normalement utilise la compétence combat, vous pouvez le changer ici. Pareil, vous pourriez créer une nouvelle compétence différente que combat, si par exemple sa parade de ce personnage dépend d'autre chose. Voilà. Et attribut dégâts, normalement, quand vous faites pour tout ce qui est arme de mêlée, vous verrez que en fait ça utilise la force au niveau des dégâts, là vous pourriez le changer également. Voilà. Et puis si vous voulez remettre toutes ces valeurs à 0 comme si c'était un nouveau pion, vous cliquez, vous cochez là et ça remet tout à 0. Voilà. Et ça remet le type de pion à custom. C'est comme ça que commencent tous les pions. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais changer ça et je vais faire un extra PNJ cette fois-ci. Voilà, je vais rien changer d'autre ici. Alors normalement on va voir sous peu sur la fiche, vous voyez ça montre extra PNJ.
Voilà. Et à noter que toujours, à moins d'être en impersonate, il faut faire attention à avoir le pion sélectionné quand on fait des changements sur une fiche. Vous voyez que si je change ici et que j'essaie de faire des choses, ça va pas bien marcher. Si vous êtes en impersonate, vous n'avez pas à vous embêter de sélectionner un pion, mais donc les joueurs eux n'auront pas à s'inquiéter de ça. Mais pour le MJ, comme on peut passer d'un pion assez facilement à un autre pion en cliquant dessus, rappelez-vous de garder ce pion sélectionné, c'est important. Voilà. Donc maintenant c'est un extra PNJ. Voilà. Ce qui veut dire que maintenant, quand je clique sur jeton, j'ai plus de choix. Vous voyez qu'il a 0 jeton de lui-même, mais en tant que PNJ, vous pouvez utiliser des pions de votre pool. Vous voyez que par défaut, il a sélectionné le pool parce qu'il avait 0 pion, donc c'est là que ça sélectionne. Donc là, comme on l'a vu tout dans la vidéo 2, vous avez toujours les 3 mêmes choix, mais en plus, comme c'est un PNJ, un extra de joueur, et que c'est un extra de PNJ, vous avez le choix d'utiliser les jetons du pool. Donc là, on va faire ça, je vais lui faire encaisser les dégâts, et je fais OK, et voilà, ah, d'accord. Voilà, ah oui, après la fois suivante, il me demandait si c'était public et si je voulais faire notre jet, et voilà, il vient faire ça. Donc j'ai marqué Eagle dépense un pion, mais en fait, techniquement, vous voyez que les jetons ici sont passés de 3 à 2. Donc dans le petit tableau de bord du MJ, il sait qu'il lui reste 2 pions pour tous les joueurs. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne à ce niveau-là. Et aussi maintenant que je suis aussi en extra, si je regarde ici, par rapport à la vidéo 2, c'est différent. Il a aucune blessure, mais s'il prend une blessure ou plus, il va devenir en état critique. Et pour la fatigue, toujours 2 fatigues, et la 3e fatigue va lui causer d'être en état critique. Voilà, ça c'est bon. Donc ça c'est l'option supplémentaire, la config des pions se fait là. Je vous rappelle, vous cliquez là, et après, si vous ne savez pas ce que ça fait, n'oubliez pas de regarder les infobules. Et que toutes les valeurs en rouge sont en fait sont déterminées avant tout par le type de pion. Donc à moins d'être en custom, même si vous changez la valeur, vous allez voir que en fait les valeurs que vous avez mis dedans sont en fait le type de pion a priorité par rapport aux valeurs que vous rentrez là-dedans. Voilà. Ensuite, nous avons également, j'ai activé aptitude monstrueuse ici. J'ai activé ici pour ce pion-là. Et là maintenant, c'est disponible. J'ai un nouveau type d'aptitude. Je clique là-dessus et ça marche un peu comme les handicaps et les atouts, mais typiquement uniquement pour les monstres. Et hop, là vous avez toute la liste des aptitudes monstrueuses qui sont définies dans le bouquin de règles de Savage Worlds avec la description de chacun. Donc si c'était quelque chose comme un point faible, hop, je le mets là. Voilà, c'est enregistré, c'est ici. Je peux maintenant le modifier en cliquant dessus si je veux, c'est pas un problème. Et maintenant, je fais enregistrer et ça vient dans la fiche. Pareil, n'oubliez pas, ça n'a pas d'influence sur les jets ou ce genre de choses. C'est à vous de le prendre en compte. C'est uniquement ici à titre indicatif pour le MJ. Et par exemple là, justement comme c'est un point faible, ici c'est un attribut générique. Ce que je vais faire, c'est que je vais le modifier point faible. Ici, on va l'appeler poison. Et ne pas oublier ici, si vous voulez que ça se voit dans l'affichage de l'objet, c'est de taper aussi ici, poison, et j'enregistre. Maintenant c'est devenu ça, j'enregistre ici. Voilà, maintenant ça indique un peu plus précisément. Voilà. Parce que sinon ça reste très générique, parce que généralement, quand vous regardez la description des créatures dans Savage World, il y a marqué le nom de l'aptitude monstrueuse, et puis après un chiffre à côté pour indiquer, ou alors un commentaire pour indiquer à quoi ça correspond plus spécifiquement. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, c'est pareil qu'un atout ou un handicap, ça fonctionne exactement pareil. Voilà, donc on a vu ça. Maintenant, la deuxième catégorie, c'est en fait la configuration de la fiche de personnage. Alors, ça détermine plusieurs choses, et notamment, principalement, ça détermine ce que vous voyez ici. Cette partie-ci là est customisable. Et vous voyez que il y a ce qu'on appelle les marqueurs. Et ce qu'on appelle un marqueur est défini ici. Toujours, il y a des infobules un peu partout. Vous pouvez voir ce que ça fait. Les marqueurs, en fait, sont ces valeurs ici que je discerne des compteurs. Un compteur, c'est ça. Ça permet de compter un nombre de points. Les marqueurs, en fait, ce sont plutôt des choses qui dépendent d'un attribut ou d'une compétence et qui peuvent permettre en fait de modifier et d'être utilisés pour changer la difficulté ou ce genre de choses. Et ils ont l'intérêt d'être modifiables au vol, en faisant le plus et le moins, donc c'est pratique à ce niveau-là. Et donc vous pouvez ajouter un troisième marqueur et un quatrième marqueur. Un va dépendre d'un attribut, l'autre peut dépendre d'une compétence. Tout comme parade dépend de combat et résistance dépend de vigueur. Donc là je vais faire, ça c'est pour afficher le marqueur. Ce marqueur-là, je vais faire
On va inventer quelque chose, santé mentale. Hein, on va faire santé mentale. Après, je vais le faire baser sur l'âme, hein, par exemple. Et puis là, je vais rajouter un autre. Ça va être basé sur une compétence. Piratage, par exemple. Et puis, on va faire ça sur réseau. Hein, ça n'a rien à voir, c'est juste un exemple. Voilà. Donc là, j'ai fait ça comme ça. Maintenant, au niveau des compteurs points de pouvoir, ici, vous voyez que par défaut, il est affiché sur la fiche. C'est pour ça qu'on le voit dès le début. Quand vous créez un nouveau point, vous aurez toujours ce compteur-là. Mais bon, il y a des univers où on ne veut pas de point de compteur parce qu'il n'y a pas de magie, par exemple. Personne n'utilise de point de pouvoir. Ou il y a des univers où il y a de la magie, mais il utilise un système différent des points de pouvoir. Donc si je décoche ça, il n'y aura plus d'espace pris pour ça. Par contre, je peux rajouter un autre compteur ici. Hein, ça peut être compteur santé, ça va être folie. Ça, c'est utilisé dans l'univers Realm of Cthulhu, par exemple. Hein. Et puis, bon, là, j'ai pas créé un chiffre comme ça, mais vous voyez, ici, ça utilise les attributs dérivés, hein, qui sont montrés ici. Donc, normalement, pour utiliser la santé mentale, j'aurais créé un nouvel attribut dérivé et je lui donnerai la valeur qui est la valeur maximum de ce compteur. Comme ça, il va se baser là-dessus pour utiliser ce nouveau compteur. Donc là, je vais faire autre chose. Je vais prendre, il y a parade, c'est pas très pratique. Je vais faire charisme. En faire charisme, ça n'a pas d'importance. Donc je vais baser là-dessus. Voilà. Donc là ici, et là, je peux faire un troisième compteur. Je vais pas le rajouter, mais en gros, on peut rajouter un deuxième et un troisième, et donc avec un nom différent. Et enfin ici, deck de cartes. Pour l'instant, ça n'est pas sur un plan implémenté à 100%, mais ce qui va se passer, c'est que dans une révision future, il sera possible que chaque pion ait accès à son propre deck de cartes, séparé du deck d'action et du deck d'aventure. Donc, c'est utile par exemple dans des univers comme Deadlands Reloaded, où un personnage qui est un magicien, un huckster, aura accès à son propre jet de cartes qu'il utilise pour la magie. Donc voilà, donc vous aurez qu'à cocher ça, vous pourrez lui donner le nom que vous voulez, et normalement il devrait apparaître, vous devrez avoir un lien qui va apparaître ici, là, sous ces compteurs-là, qui devrait vous être cochable, vous pouvez cliquer dessus, ça vous permettra d'accéder à votre deck de cartes, de voir votre main, de défausser des cartes, de le mélanger, ce genre de choses. Tout sera dans une interface. Pour l'instant c'est pas implémenté, mais si vous cochez ça, il va rien se passer en fait. Voilà. Donc c'est pareil, vous pouvez également, si vous avez fait des erreurs là, vous pouvez également faire mettre à 0 et ça va tout remettre à la valeur par défaut. Vous verrez juste parade, résistance et point de pouvoir. Ça c'est le truc le plus commun en fait dans les univers de Savage Worlds. Donc voilà, maintenant j'ai fait ça, je fais mon enregistrer ici. Voilà, maintenant vous voyez. Alors maintenant j'ai rajouté pas mal de choses dans ce bandeau, donc je vais être obligé de l'élargir pour pas que ça soit affreux. Voilà. Voilà, maintenant, j'ai ma parade, j'ai ma résistance, je vois plus les points de pouvoir parce que je l'avais décoché, j'ai ma santé mentale qui est ici, et là, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, je vais modifier cet attribut ici, je vais modifier le charisme là, je vais l'appeler, je vais lui donner en fait une valeur de 3, enregistrer, 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 et alors, vous voyez qu'ici maintenant, ma folie, qui était basé sur le charisme. Normalement, je l'aurais basé sur quelque chose qui s'appelle autre chose, mais c'est mon exemple ici. Vous voyez que maintenant, ma folie, la valeur maximum, c'est 3. Et donc, ça permettrait d'avoir un compteur qui permet de modifier ça. Et également, j'ai rajouté ces deux attributs, donc santé mentale, voilà, qui va dépendre de l'attribut que vous avez choisi dans la fiche, et piratage qui va dépendre d'un autre attribut. Voilà. Donc voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est à ça que cette fonction sert. Voilà, donc ça c'est au niveau à l'échelle de la fiche, parce que comme ça vous pouvez avoir en fait une fiche qui change un petit peu d'un pion à l'autre, et également pour la configuration. Donc ça c'est à peu près toutes les fonctions auxquelles seul le MJ a accès, en plus de ça ici, Vision MJ. Je l'avais déjà expliqué dans la première vidéo sur la fiche, en fait, mais il n'y a que le MJ qui peut cliquer là-dessus et le changer. Hein, ça généralement ça se fait au début de la partie, enfin quand vous créez le pion pour le joueur, comme ça sera fait une fois pour toutes. Voilà, maintenant nous allons voir. Je vais changer ça ici. Nous allons voir ici le panneau de campagne. Okay. Le panneau de campagne contient pas mal de macros d'outils assez pratiques. Hein. Alors, vous n'êtes pas obligé de montrer tout à la fois, vous pouvez vous balader comme ça, parce que c'est vrai que sinon ça bouge pas mal la carte. Hein, mais généralement, ici pour nos besoins d'exemple, je vais le montrer comme ça. Alors là, la première ligne ici, c'est surtout des macros qui sont dédiés à des mécaniques propres à Savage Worlds. Là, par exemple, je vais sélectionner le pion. Vous pourriez en sélectionner plusieurs si vous voulez.
et je fais plus jetons. Et vous voyez que là, quand je clique à chaque fois, ça rajoute des jetons à ce pion. Et je pourrais faire ça pour plusieurs. Voilà. À savoir que ici, ce pion est un extra PJ et que du coup, il ne peut pas avoir de jetons à lui-même. En fait, donc du coup, c'est pour ça que même si j'ai sélectionné et j'ai fait plus de jetons, rien ne se passe. C'est parce qu'il est extra PJ. Ici, par contre, je peux y aller et normalement vous allez voir que je crois que le PJ, j'ai mis une limite de 10 jetons. J'ai jamais vu une partie de Savage Worlds où une personne allait avoir plus que 10 jetons. Quand je vous rappelle que pendant une partie, généralement on commence à la valeur par défaut pour un joker qui est 3. Avec l'atout chanceux, on peut en avoir 4. Très chanceux, on peut en avoir 5. On peut en acquérir un petit peu pendant la partie si on joue très bien et qu'on n'en dépense pas, mais il va être très difficile d'aller au-delà de 10. Mais voilà, donc c'est possible en tout cas. Voilà. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on fait. Après, plus action, ça permet en fait de sélectionner certains pions. Et quand vous allez voir, vous allez arriver à une interface qui va regarder quels pions, quelles cartes sont encore disponibles. En fait, ça c'est le jeu de cartes complet, le jeu de cartes d'action ou d'initiative qui est utilisé pour l'initiative. Et vous pouvez assigner à tous les pions que vous avez sélectionnés une carte donnée. Alors ça c'est utile pour, par exemple, si vous avez un groupe d'extras et que vous ne voulez pas lancer l'initiative pour chacun parce que vous voulez qu'ils aient tous la même initiative, vous sélectionnez un seul pion dans le groupe, vous lui faites lancer son initiative en cliquant sur sa carte dans sa fiche, et après vous sélectionnez les autres et vous allez lui donner la même carte que la carte que l'autre pion a reçue. Là je vais vous faire un exemple par exemple, je vais prendre ce pion là, je vais lui donner, j'ai cliqué sur l'initiative, vous voyez que là il s'est trouvé avec un roi de trèfle. Maintenant, je vais prendre ces deux autres pions qui sont des extras, on va dire ils dépendent de ce gars-là, donc normalement ils devraient avoir la même initiative. Donc du coup, je clique sur plus action, et vous allez voir dans la liste ici, oups, je regarde là, vous voyez qu'il y en a un qui est en rouge, le roi de trèfle, en main, et ça montre entre parenthèses, Bouya, parce que c'est lui qui a cette carte-là. Donc voilà, je sélectionne là, je fais OK, et maintenant, vous allez voir que ces deux pions-là aussi ont le roi de trèfle en initiative, et on peut voir ça aussi dans l'initiative là. Voilà, c'est à ça que ça sert principalement. Il y a aussi d'autres cas, quand vous faites des courses-poursuites, le conducteur est celui qui détermine l'initiative, les autres joueurs qui sont des passagers agissent à son initiative. Donc c'est à ce moment-là où vous pouvez l'utiliser également. Vous pouvez voir également en bleu, je ne l'ai pas précisé, mais qu'il y a certaines cartes qui sont défaussées, ça veut dire qu'elles ont été tirées mais elles sont plus en main. Donc c'est là où on voit qu'elles sont en bleu. Mais bon, vous pouvez les sélectionner quand même, ça n'a pas d'importance. C'est juste à titre indicatif qu'elles ont été défaussées ou qu'elles sont déjà en main. Voilà. Donc voilà. Et donc c'est fait. Ensuite, aventure. Ça normalement c'est que pour les PJ. Donc les personnages pions comme ça, je le sélectionne, je vais faire plus aventure. Donc il va me demander si je veux mélanger le deck de cartes d'aventure. Ça se fait généralement au début de la session. On donne des cartes d'aventure à tous les joueurs. Est-ce que vous voulez effacer les cartes restantes de ces pions avant de distribuer, s'ils en ont encore une? Normalement c'est oui. Et il faut laisser ça cocher. Et après vous décidez, pour les pions que vous avez sélectionnés, le nombre de cartes que vous leur donnez. Hop. Voilà, et vous voyez ce pion-là maintenant a 2 cartes. Et par contre, selon les règles de Savage Worlds, il peut n'en utiliser qu'une seule pendant la partie. Il en utilise une, après il est tranquille pour le reste de la partie. À la session suivante, vous redistribuez à tous les PJ le même nombre de cartes auxquelles ils ont droit. Ça c'est en fonction de leur expérience. 1 pour novice, 2 pour aguerri, 3 pour la suite, jusqu'à légendaire où on peut tirer 5 cartes. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne, et vous voyez que vous les voyez côte à côte. Maintenant, le joueur, lui, sur sa fiche, il va faire jouer. Hop, du côté du MJ, vous voyez ça. Il n'y a que le MJ qui voit ça. Comme ça, il peut lire ça et puis l'interpréter et le faire agir ça en fonction des circonstances. Ensuite, plus blessure, moins blessure, c'est pareil. Vous pouvez sélectionner plus d'un pion à la fois, et vous faites plus blessure. Et vous voyez que, hop, lui il en avait déjà 2 de mon test précédent, maintenant il se retrouve ici. Ah non, intéressant, il devrait pas être... c'est pourtant un joker, voyons. Intéressant. Ah oui, non, excusez-moi, je lui ai mis une valeur de 1, donc en fait il a 4 blessures. Non, il en a 3. Ah, il faudra que je vérifie ça dans le code. En tout cas, normalement, oui, il ne devrait pas être en état critique normalement. Je devrais vérifier. En tout cas, c'est comme ça que vous faites. Vous sélectionnez plusieurs pions et vous pouvez faire plus blessure. Lui, c'était un extra, donc il s'est retrouvé, ça c'est normal, il s'est retrouvé en état critique dès qu'il s'est pris la première blessure. Et maintenant, inversement, je peux faire moins blessure et ça retire des blessures de chaque pion. Vous voyez, lui, il s'est retrouvé à 0, donc il ne peut pas aller plus bas. Mais ce joueur-là
va là, et hop, maintenant il est complètement guéri. Voilà. Voilà. Maintenant, même principe pour plus fatigue, moins fatigue. Hop, vous voyez, j'augmente ça. Voilà, il se retrouve à capacité, ça c'est normal, en état critique. Et voilà, lui il se retrouve ici, il en avait déjà un, et on va les soigner complètement. Et vous voyez, ça va assez vite, c'est assez réactif. Ensuite, début session, ça c'est comme son nom l'indique, quelque chose que vous êtes censé faire au début de chaque session. C'est une aide pour le MJ pour qu'il n'oublie pas de faire certaines choses. Il y a ce nombre de choses qu'on fait au début d'une session de Savage Worlds. 1. Est-ce que vous mélangez le deck d'action? C'est pas forcément le cas, parce que si vous avez interrompu la partie au milieu d'un combat, vous voulez peut-être garder le deck d'action tel qu'il était à la fin de la section précédente. Dans ce cas-là, vous décocheriez ça. Distribuer des jetons au PJ. Vous pouvez soit leur distribuer une valeur donnée, de 1 à 10, donc chacun récupérera ça, à savoir que ça ne va pas s'ajouter à ce qu'ils ont. Ils auront cette valeur-là, hein, quelque chose d'important. Donc tout ce qu'ils n'auraient pas dépensé de la fois précédente sera annulé et vous leur donnez cette valeur-là. Vous pouvez choisir max. Max, c'est la valeur c'est une valeur qui est définie dans le pion, qui est généralement commandée par son type de pion. Le Joker c'est 3 par exemple, mais vous avez vu que dans la configuration du pion que vous auriez pu changer ça à ce que vous vouliez, 4, 5, 6, en fonction des atouts du personnage par exemple. Comme ça, ça permet que quand vous sélectionnez max, que les pions que vous avez sélectionnés vont récupérer le max de pions qu'ils peuvent avoir au début de la session basé sur le type de pion. Donc un joker en récupérera 3, un extra en récupérera 0, un joker qui a l'atout chanceux en récupérera 4, à savoir que juste ajouter l'atout chanceux sur la fiche n'est pas suffisant pour faire ça, je n'ai pas automatisé les choses de cette façon-là, il faut aller dans la config du pion, le petit logo en haut là, pour marquer que le nombre de pions qu'il a au début de la session c'est 4 et pas 3. Parce que d'un univers à l'autre, ça va changer. Et donc du coup, je voulais pas être assujetti à un type de pion, enfin d'atout qui va faire ça. C'est fait de façon semi-manuelle, comme ça le MJ garde le contrôle là-dessus. Voilà. Donc pareil maintenant pour distribuer des jetons aux PNJ majeurs. Donc si vous avez des PNJ sur la carte qui sont des jokers PNJ, eux, ils auront par défaut deux atouts, enfin 2 jetons, ça c'est normal, hein, les extras ont droit à 0, mais les jokers PNJ ont droit à 2, et après vous pouvez également dépenser bien sûr pour eux des jetons de votre pool, ça c'est les règles de Savage Worlds. Ensuite, remplir le pool de jetons du MJ, si vous cochez ça, ouais, ce que ça va faire, la formule c'est, vous allez récupérer 2 jetons, enfin ça va vous donner 2 jetons, plus un jeton par joueur qui est connecté à MapTool, qui est PJ. Hein, donc par joueur qui est connecté. Donc ça va vous donner, vous avez 4 joueurs à la table, ça va vous en donner 6. C'est comme ça que ça marche. Voilà. À savoir que si vous avez un spectateur qui est connecté également à MapTool, n'oubliez pas qu'il va être pris en compte. Ça, j'ai pas pensé à le faire. Peut-être que je pense dans une mise à jour. Et dans ce cas-là, s'il va vous donner un jeton de trop, n'oubliez pas de le retirer un jeton. Ça, vous le faites en le dépensant un jeton par un de vos personnages et en choisissant par un de vos PNJ et en choisissant d'utiliser un pion du pool, comme on a vu tout à l'heure. Hein, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, et comme ça vous fait baisser le type de pion. Voilà. Ensuite, est-ce que vous voulez mélanger le deck de cartes personnelles des joueurs? Ça pareil, c'est pas encore implémenté, mais une fois que ça sera fait, il y aura qu'à cocher ça et chaque joueur aura son deck de cartes qui est automatiquement mélangé au début de la session. Et enfin, ah oui, excusez-moi, distribuer les cartes d'aventure au PJ. Tous les PJ qui sont sur la carte, il va leur donner ce nombre de cartes et bien sûr, automatiquement, ça va retirer les cartes qu'ils avaient avant et ça va leur en donner ce nombre-là. Si vous choisissez max, c'est pareil. Qu'on avait vu la config du pion, vous pouviez définir un chiffre qui est ce que vous voulez, donc qui était normalement selon les règles 1, 2, 3 ou 4 selon le rang d'expérience du personnage. Si vous choisissez max, ça va utiliser cela. Également, pour les jetons, vous avez le choix de choisir max moins 1. La raison pour laquelle, c'est que normalement, le nombre de jetons que récupère un pion joueur, enfin un personnage joueur au début de la partie, c'est 3, 4 s'il a les atouts qu'il faut, mais quand on joue en virtuel, des fois les parties sont beaucoup plus courtes. Donc vous voulez peut-être pas leur donner autant à chaque fois parce que ça serait peut-être trop facile. Donc ce que vous pouvez faire, c'est choisir max moins 1. Donc si le gars, normalement, en récupérerait 3, il va en récupérer que 2 au début de la séance. Vous pouvez faire ça. Donc c'est votre choix. Voilà, c'est pour ça qu'il y a max et max moins 1. Si vous voulez pas qu'il récupère de jetons du tout,
hein, vous mettez ça, et dans ce cas-là, les PJ et les PNJ ne récupéreront pas de jetons du tout. Enfin, à savoir que cette macro n'affecte que les pions, qu'ils soient PJ ou PNJ, qui sont sur cette carte. Hein, très important. Donc sur la carte sur laquelle vous êtes au moment où vous la lancez. Donc si vous avez des PJ qui sont des pions PJ qui sont sur une autre carte, ils ne seront pas affectés. Pareil pour les PNJ. Donc c'est important à savoir. Voilà, donc ça c'est pour ces macros là. Ensuite ici nous avons les macros d'initiative hein, qui vont être très utiles pendant le combat. Et bien début fin combat, quand vous faites ça, hop, s'il y a des gens dans l'initiative, ils sont automatiquement retirés. Les cartes qui étaient en fait en main sont du coup simplement défaussées. Hein. Elles restent quand même défaussées, hein, elles ne sont pas automatiquement distribuées, enfin remises dans le deck, hein, parce que ça normalement d'un combat à l'autre c'est pas automatique, il y a des moments particuliers où on remet les cartes et on mélange, ça c'est généralement après avoir que quelqu'un ait reçu un joker. Et ça se fera automatiquement pendant l'initiative, mais normalement ces cartes-là restent. C'est pour ça que quand vous regardez dans le petit panneau de configuration du joueur, qui est avec les cartes ici, vous allez voir que ici, il ne reste toujours que 51 cartes dans le deck. Hein. Il y a 3 cartes, sur le deck normalement fait 54, il y a 3 cartes qui sont encore défaussées. Voilà. Alors, on verra tout à l'heure qu'on va passer le tableau de bord en revue, comment les remettre dans le deck. Ensuite, donc ça, vous faites ça au début d'un combat ou à la fin d'un combat, hein, par exemple. Hein, vous cliquez ça et du côté du MJ, ça montre cette barre bleue pour expliquer que ça vient de se faire. Ensuite, initiative. Plutôt que de cliquer sur chacun de vos pions et de faire l'initiative, les joueurs eux vont probablement vouloir cliquer sur leur petite carte ici, c'est plus sympa. Mais si vous avez un paquet de PNJ, vous n'avez pas envie de vous amuser à faire ça pour chacun. Hein, donc ce que vous pouvez faire, vous sélectionnez les pions que vous voulez. Hein, surtout par exemple si vous avez des groupes ou ce genre de choses, vous pouvez sélectionner un pion dans ce groupe-là, cliquer sur initiative et après utiliser la macro plus action pour sélectionner après avoir sélectionné les autres membres du groupe pour leur donner la même carte. Donc en fait ici initiative, je sélectionne, on va faire là pour tout le monde, hein, vous pouvez faire ça pour les PJ ou les PNJ, hein, vous n'êtes pas obligé de laisser les joueurs faire ça, vous pouvez prendre tout le monde et faire ça, et vous faites initiative, ça prend un petit peu de temps, voilà. Et normalement, vous voyez, ça calcule tout ça, ça vous montre ça. Vous voyez que les pions qui sont des PNJ, il y a marqué résultat secret avant, c'est parce que les joueurs ne verront pas les résultats de leur initiative. Hein. Donc c'est pareil, si un pion est isolé, même si c'est un PJ, hein, si on a cliqué sur isolement, comme expliqué dans la première vidéo, le résultat de son initiative ne seront pas visibles. Il y a également une option à faire attention, c'est que ici, quand vous cliquez ici, vous pouvez choisir de ne pas montrer les PNJ dans l'initiative. Ça c'est votre choix, mais c'est indépendant de votre choix dans la macro. Ça c'est pas quelque chose qui est géré par le framework de Savage Worlds. Par contre, si vous cochez ça, hein, le PNJ qui est ici ne sera pas visible dans l'initiative. C'est à vous de voir comment vous voulez le faire. Hein, c'est une fonction de votre façon de gérer les combats. En tout cas voilà, donc maintenant les pions sont en initiative, vous voyez que chacun a sa carte. Si je clique, normalement ça devrait mettre de chaque côté. Voilà, vous voyez, ça rafraîchit. Je vérifie quand même, il me semblait qu'il avait déjà le roi de trèfle. Oui, voilà, effectivement. Voilà, j'ai forcé un rafraîchissement. Si les joueurs ne voient pas la bonne carte de leur côté, normalement c'est censé forcer un rafraîchissement de leur côté quand vous faites ça. Dites-leur, cliquez sur la petite image ici ou appuyez sur F2 sur votre clavier et ça va forcer un rafraîchissement. C'est pas toujours fiable à 100% du point de vue des rafraîchissements forcés, mais ils peuvent le faire à la main, ça devrait permettre de faire ça. Ok, donc voilà, donc on a fait ça et on a l'initiative pour tout le monde. Et maintenant, vous pouvez également choisir un pion, ou 2 pions, ou 3 pions comme vous voulez, et faire enlever l'initiative. Hop, vous voyez, c'est fait. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est commencer l'initiative. Pour que les choses se déroulent bien pour l'initiative, il ne faut pas utiliser suivant ici, il faut cliquer sur le bouton suivant ici. Ou alors appuyer sur F8, hein, et vous voyez, hop, ça indique ici. Du côté du MJ et des joueurs qui ont la permission pour un pion donné, ça va indiquer de ce côté-là. Donc le joueur, lui, là probablement, les joueurs ne vont pas voir ça, mais ça va indiquer cela. Après, pour le MJ, lui, il les voit toutes. Voilà, ça c'est sympa. Et vous voyez, alors quelque chose de sympa aussi, vous arrivez au round suivant. Voilà, tous les joueurs qui ne sont pas en attente, donc en cliquant sur le petit initiative ici, il leur retire une carte automatiquement. Vous voyez, il a fait un jeu d'initiative pour tout le monde, et du coup, le nombre de cartes ici a baissé de 3 cartes, parce qu'il y en avait 3 initiatives, c'est normal. Et voilà, donc on se retrouve avec ça.
Et donc ça se fait automatiquement, hein, quand on arrive au bout d'un round, il va le faire automatiquement. Maintenant, quelque chose qui est sympa aussi, c'est que la personne qui a l'initiative, comme vous allez le voir, a un petit carré jaune autour d'elle. Hein, c'est juste un indicatif, c'est à ça que ça indique, c'est une sorte de carré, une sorte de halo qui va indiquer qui a l'initiative sur le moment. Je vais faire F8, ça va passer à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est fait. Voilà. Également, si quelqu'un a un état intéressant, donc lui on va faire ça, je vais lui donner des états, vous allez voir. Mort, sourd, le pauvre. Voilà. Voilà, il a ces deux états-là. Je vais également lui activer, je vais lui donner un pouvoir et je vais l'activer. Il a le pouvoir ralentissement. Enregistré. Voilà. Maintenant, ralentissement est ici, je vais l'activer. Maintenant, vous allez voir, quand je vais arriver à initiative, je vais avoir plus d'informations. Et il n'y a que le propriétaire du pion et le MJ qui voit ça. Il voit qu'il est sourd, il a l'initiative, il voit qu'il est mort, bon, et il voit qu'il a le pouvoir ralentissement actif depuis un round. Ça, c'est actif depuis un round parce qu'il l'a activé avant l'arrivée à ce round-ci. En fait, hein, c'est comme ça que ça se base pour calculer. À la prochaine initiative, je vais continuer F8 là, j'appuie sur F8, nouveau round, hop, on arrive à Liam qui a l'initiative, voilà, je vais continuer comme ça, personne n'a encore tiré de joker, hop, j'arrive là, maintenant vous voyez pour Eagle, le pouvoir à ralentissement a été actif depuis 2 rounds et ainsi de suite. Ça permet d'aider à calculer les points de pouvoir utilisés ou ce genre de choses ou de rappeler que tel ou tel pouvoir est actif. S'il en avait plus d'un pouvoir actif, il serait indiqué tous les uns en dessous des autres. C'est normal. Voilà. Donc on va continuer comme ça. Je vais essayer de tirer un joker dans l'initiative. Non, toujours pas. On continue. 3 rounds. Voilà. Toujours pas. Continue. C'est toujours qu'on essaie de démontrer quelque chose, que ça marche pas des masses. Voilà, bon, les cartes s'épuisent, donc on a de plus en plus de chances de tomber sur un joker. Ah, je vois un joker ici. Alors, vous allez voir que quelque chose est apparu. Comme il a l'initiative, ça lui a apparu ça. Il y a indiqué ici en jaune, joker. Les jets de traits et de dégâts sont à plus 2 pour ce round, juste pour ce pion-là. Donc c'est le moment pour lui de tenter quelque chose d'audacieux, peut-être de faire une action multiple pour compenser ça, et parce qu'il a ce bonus-là. Voilà. Alors maintenant, voilà, on a ça, on va passer en initiative, hop. Maintenant, round suivant, vous allez voir, il va se passer quelque chose de particulier. Voilà, un joker a été tiré au round précédent. Voulez-vous mélanger le deck avant de distribuer? Alors normalement, c'est non. Parce que, enfin oui, non, si, c'est oui, tout à fait. En fait, c'était pas mélanger le deck, c'était quand on indique mélanger le deck, c'est reprendre les cartes qui sont partout, en fait, reprendre toutes les cartes et après les distribuer. Donc par défaut, oui, on mélange le deck avant de distribuer quand on a tiré un joker. Donc par défaut, c'est oui. Il y a la possibilité de faire non, mais je vois pas beaucoup de situations où ça sera le cas, mais j'ai prévu au cas où. Voilà, donc par défaut, laissez ça là et hop. Voilà, ça retire l'initiative après avoir mélangé le deck. Et vous voyez maintenant ici dans le petit panneau de bord du MJ, il y a de nouveau 51 cartes, 54 parce qu'elles ont tous été redistribuées, moins 3 qui viennent d'être redistribuées. Voilà, et maintenant on continue ainsi de suite pendant le combat. À la fin du combat, on fait de nouveau début-fin combat, et hop, toutes les cartes sont défaussées, qui sont restantes, c'est pour ça qu'il en reste encore 51 dans le deck, elles ne sont pas mélangées, et donc voilà la fin du combat, et il n'y a plus personne dans l'initiative. Voilà, donc si vous suivez ça comme ça, en utilisant bien les macros de ce panneau-là, au lieu d'utiliser les boutons de MapTool, ça permettra d'avoir une bonne gestion du deck de cartes et de genre de choses. Voilà. Donc voilà, c'est fait. Ensuite, la liste suivante. Ici, ce sont des macros qui sont destinés en fait au partage. C'est pas spécifique à Savage Worlds, hein. Donc ça permet d'envoyer des indices ou ce genre de choses. On avait déjà vu dans la première catégorie, dans la première vidéo sur ce framework, comment partager des indices, enfin très rapidement, la macro était quand même assez intuitive, et comment les joueurs peuvent y accéder en utilisant ça, mais vous pouvez également envoyer des choses qui vont pas forcément rester auprès d'eux, c'est juste pour leur montrer une image, une illustration. Donc là par exemple, je vais sélectionner un pion, je peux sélectionner aussi une photo, une image qui est cachée ou qui est sur une autre carte par exemple, et faire envoyer image. Il va me demander si je veux envoyer l'image, le portrait ou le handout de ce pion, voir le tutoriel sur MapTool pour voir ce que sont ces 3 éléments. La taille, est-ce qu'il y a un cadre associé à ça, et les envoyer à qui? Vous n'êtes pas obligé de les envoyer à tous les joueurs. Vous faites OK, et
une fenêtre comme ça va sortir pour tous les joueurs que vous avez sélectionnés avec le cadre de votre choix montrant cette image. Donc c'est bien pour envoyer un indice sur le moment, hein, et les joueurs peuvent les placer sur un autre écran pour les garder ou ce genre de choses. Donc voilà, et vous faites, maintenant je vais faire close pour fermer, hein, ils peuvent les garder ouvertes ou les fermer comme ils veulent, mais quand ils l'auront fermé, ils ne pourront pas le rappeler, ce sera à vous de leur envoyer à eux. Vous pouvez également envoyer du texte. Là j'ai un exemple d'une aventure précédente, hein, le titre de la fenêtre, la largeur et la hauteur de la fenêtre, le type de cadre également et la couleur du texte. Donc là je vais faire, c'est en anglais, hein, je vais faire white, parce que je pense que c'est un cadre assez sombre, et après je choisis les joueurs à qui l'envoyer, et je fais OK. Ah bah non, j'avais tort, c'est un cadre clair, donc j'aurais dû choisir black par exemple, et voilà, donc ça permet de choisir ça. Et ça envoie un texte aux joueurs que vous avez sélectionnés. Pareil, c'est pas un texte qui va rester. Par contre, comme c'est un texte et pas une image, ils peuvent le sélectionner et faire un copier-coller vers un bloc-notes sur l'ordinateur ou dans leurs notes de fiches, par exemple. Rien ne les empêche de faire ça. Ensuite, un texte animé. Ça, c'est un peu plus amusant. Il y a moins d'utilisation possible, mais en gros, ça permet de faire un texte comme il apparaît sur un téléprompteur, comme ça se faisait d'antan, hein, les vieilles machines. Et ça permet de faire ça. Et je garde toutes les options par défaut. Vous allez voir. Hop, voilà, ça va apparaître comme ça sur les joueurs, sauf que ça va être plus lent parce que ça va transmettre lettre par lettre, hein, donc c'est un peu plus lent et vous pouvez choisir le délai entre chaque lettre. Donc c'est bien pour un ordinateur, un peu à la Alien ou ce genre de choses, ou à la 2001 Odyssée de l'espace, pour les vieilles transmissions. Donc ça permet de faire ça, c'est gadget. Ensuite, vous avez également le démo cadre, ici, qui montre en fait les différents cadres avec le chiffre qui va avec. Comme ça, ça vous permet de savoir lesquels vont. Ça, il n'y a que vous qui voyez ça quand vous cliquez là-dessus en tant que MJ, et ça permet de choisir le cadre à envoyer avec les différentes choses précédentes. Hein. À chaque fois que vous donnez une option, vous rentrez le chiffre de ce cadre-là, et ça va utiliser ça pour envoyer les objets. À savoir qu'il se rappelle le numéro du cadre quand vous envoyez ça. Hein. Si je vais choisir là par exemple 14, ici, hop, ça m'a choisi ce cadre-là, hein, qui est Frosty. Et maintenant, je fais envoyer l'image de nouveau. Vous voyez qu'il se rappelle 14, hop, voilà, il se rappelle d'une fois sur l'autre le cadre pour cet objet-là. Voilà, fermé. Je me rends compte que j'ai oublié une option calendrier ici pour l'initiative. C'est quelque chose d'assez utile. Ce qui va se passer, intéressant, il va falloir que je vérifie, visiblement il y a un bug. Je la corrigerai pour une version précédente et ça sera dans une vidéo ultérieure. Je note en attendant le problème avec le calendrier. Donc, c'est une option qui est pas assez utile mais pas primordiale pour les combats. Ça permet en fait au MJ de noter que par exemple au début du round 12, il va se passer quelque chose. Donc s'il y a un effet d'un sort ou un truc comme ça, ou une grenade par exemple qui a été détonnée, vous pouvez rentrer ça et quand vous avez fait l'avancée avec les F8, F8, F8 pour avancer l'initiative, quand il arrive au début du combat, s'il y a quelque chose de spécifique qui est dans le calendrier, il va faire un pop-up du côté du MJ pour lui expliquer voilà l'événement qui arrive à cette action-là. Donc quelque chose à réparer. Voilà, donc on retourne, on continue ici. Un jet de groupe ici. Jet de groupe, c'est des jets de traits uniquement. Ça permet de faire ça. Je sélectionne un paquet de joueurs, un paquet de pions plutôt, et ça permet de choisir soit un attribut, soit une compétence. Et ça, il regarde dans la liste des compétences de cet univers pour faire ça, et donc on va demander à chacun de faire un jet de jeu par exemple, bonus-malus qui va s'appliquer à tous, et la difficulté. Donc là je vais passer 4, et hop, j'ai des erreurs de nouveau. Ok, à corriger. Jet de groupe. À corriger, et c'est pareil, je démontrerai ça dans une vidéo ultérieure. Nous avons maintenant, espérons que ça continue pas comme ça, nous avons maintenant table. Table, en fait, il y a pas mal de tables aléatoires, hein, on tire un dé et ça fait différents effets dans Savage Worlds. Je les ai toutes rentrées dans le framework, et en fait, quand vous faites un jet de table, il fait un jet pour chaque table respective, et vous regardez la ligne que vous voulez. Hein. Gauche-droite, s'il y a un moment vous vous demandez si ça touche à gauche ou à droite, hop, vous faites ça, ça va faire ça pile ou face en gros. Dispersion, c'est vous lancez une grenade et vous savez pas si elle va tomber, le jet est raté, mais vous voulez savoir à peu près où elle est tombée par rapport à la situation originale. Hein, c'est 90, c'est par rapport à 0 degré, c'est la direction initiale, et donc vous mesurez comme ça, vue de dessus. Et jet de blessure, si la personne est en état critique et qu'elle rate son jet de vigueur pour voir si elle est le type de blessure qu'elle a subi, ça lance sur la table et sous la sous-table des blessures. Perte de contrôle, c'est pour les véhicules.
Et normalement, oui, non, c'est ça. Dégradation critique, c'est pour les véhicules également. Quand ils ont pris de blessures, il y a un jet sur une table particulière. Ça, c'est pour les PNJ, pour tirer rapidement la personnalité d'un PNJ. Si vous ne l'avez pas déterminé d'avance, ça vous permet de dire ça, ou un trait particulier. Phobie, si vous devez déterminer une phobie, bah, ça tire sur une table qui en contient à peu près 50. Une phobie possible, si vous n'avez pas une idée particulière. Et réaction, c'est pour les PNJ. Si vous y avez un PNJ que vous n'avez pas prévu une réaction particulière par rapport au PJ, ce tableau-là tire sur une table de Savage Worlds qui permet de déterminer sa réaction de départ. Donc ça peut être hostile, amical ou pas. Donc voilà, donc ça permet de tirer ça avec la carte table. Terreur, un peu la même idée, sauf que dans un jet de terreur, vous êtes censé rajouter la valeur de terreur de la créature qui cause la terreur. Des fois, il n'y en a pas, donc vous laissez à 0. Des fois, généralement, plus une créature est effrayante, plus le chiffre est négatif. Donc, -2 là, par exemple, et ça va faire un jet qui va typiquement rendre la peur plus important, enfin l'effet plus néfaste. Voilà, la décharge d'adrénaline, et ça vous indique ce que ça fait. Voilà. Ensuite, lumière. Alors, lumière à l'intérêt, c'est que par rapport à la lumière que vous avez sur une fiche, quand vous cliquez sur lumière, ça permet de modifier les lumières pour tous les pions sélectionnés. Donc là, je clique sur lumière là, et si par exemple, donc vous avez toutes les mêmes lumières qu'on envoyait sur la fiche, l'interface n'est pas aussi jolie, mais elle est plus rapide, et ça permet vous pouvez tout éteindre pour tous les pions que vous avez sélectionnés, ou de n'en cocher que certains. Donc là, par exemple, je vais faire petit, hop, et tous les pions, hop, viennent se retrouver avec cette lumière là. Maintenant, je vais revenir là, et je vais faire tout éteindre, et hop, toutes les lumières sont désactivées. Vision, ça permet pareil de sélectionner plusieurs pions et de leur donner de la vision ou pas. Vous voyez que quand on fait ça, ça change un état sur eux et vous voyez qu'ils deviennent grisés et avec un petit icône, l'œil qui est fermé, c'est pour indiquer, et il n'y a que le MJ qui voit ça, qui voit cet état particulier, les joueurs ne devraient pas le voir, qui indique que ces joueurs-là, leur vision n'est pas activée et que du coup, même quand ils bougent, ils ne vont pas modifier le brouillard de guerre. Ça pourrait être pour un personnage aveugle ou un personnage qui n'a vraiment pas de possibilité de voir autour de lui. Ça permet de faire ça, par exemple. Donc là, hop, je vais faire ça, je réactive ici. Prop. Prop est un petit peu particulier. La façon dont ça fonctionne, c'est que vous voulez avoir cette image-là, par exemple, qui est, elle est sur la couche pion des tokens, couche token que l'on voit ici, mais vous voyez que quand je clique dessus, ça ne montre pas sa fiche, comme les PJ ou les PNJ. C'est parce que comme ça, j'ai pas du tout d'attendre qu'il y ait un rafraîchissement, j'ai pas besoin de voir la fiche de cette chose-là. Pour faire ça, quand je clique sur prop, ça change un peu la propriété de ce pion du fait qu'il m'indique que c'est un pion propre. Propre, c'est en fait c'est un objet que l'on utilise au théâtre ou dans l'acteur. C'est un objet qui est utilisé pour la scène, mais qui n'a pas vraiment d'importance. C'est ça en fait. Le pion est devenu un accessoire en quelque sorte pour la partie, mais n'est pas APJ. Si vous faites propre par erreur, et vous pouvez faire ça à plusieurs pions en même temps et les sélectionner en propre, et que vous voulez dire oh zut, c'était un pion important, je veux pas qu'il soit en propre. Pour défaire ça, vous double-cliquez dessus, vous allez dans config et là vous le remettez sur basique. Basique sont les seuls pions pour lesquels la fiche se rafraîchit, qui utilisent la fiche de personnage. Voilà. Donc ça c'est pour propre. Ensuite posture, là c'est pareil, vous pouvez sélectionner plus d'un pion là et faire posture et vous allez voir que leur posture va devenir cyclique, pareil. Et là il semble que le truc posture soit caché derrière le mort, mais vous voyez si je continue comme ça, hop là, ça va cycler couché et debout. Voilà, ça permet de changer la posture pour plusieurs pions en même temps. Visible, ça c'est quelque chose qu'il y a dans tous mes frameworks, très important. La croix s'indique et les joueurs d'un seul coup ne pourront plus voir ce pion. Ce pion n'est plus visible aux joueurs. C'est pour ça qu'il y a la croix pour que vous le voyez, mais vous sachiez qu'il est invisible au pion. Et ça permet, il y a un raccourci clavier qui est F5 qui permet de faire ça, et c'est pareil, on peut faire ça pour plus d'un pion à la fois. Vous voyez qu'il y a la petite croix qui se montre là, et ça permet de faire ça. Ensuite stop, on avait vu qu'il y avait un bouton stop sur les joueurs, il y en a un pour le MJ et il est encore plus grand. Si vous voulez arrêter un joueur ou un truc comme ça, vous pouvez indiquer ça pour les arrêter dans leur élan lyrique par exemple. Ensuite, télécharger PJ. Alors ça c'est pas quelque chose que je pourrais démontrer facilement. Comme vous pouvez le voir, chaque macro ici a également un infobulle, si vous vous demandez ce qu'elles font en cours de partie, et celui-là est particulièrement parce que ça donne les instructions pour l'utiliser. Ça permet de téléporter les pions d'une carte à l'autre ou d'un point à l'autre d'une même carte. Ce que vous faites
pour le faire fonctionner, c'est que vous sélectionnez le point de destination du pion. Ça peut être un objet qui est sur la carte token ou un objet qui est sur la carte objet ou background, hein, donc vous pouvez sélectionner n'importe quoi, mais il faut sélectionner quelque chose pour donner une destination. Une fois que ça avait été fait, si vous cliquez sur téléporter PJ, hop, ça va montrer en fait une liste des joueurs qui sont connectés et des pions qui sont soit sélectionnés sur le moment, soit qu'ils ont mis en impersonate. Normalement, ils seront en impersonate si vous faites comme la façon la plus pratique pour ce framework, et vous allez voir une liste des pions avec le nom du pion qu'ils ont en impersonate. Ok. Et vous allez pouvoir ensuite les sélectionner, comme ça vous n'êtes pas obligé de prendre tout le monde, et ils vont tous être téléportés au point de destination que vous avez sélectionné, et lorsque vous allez faire ça, ça va les emmener ici, et l'intérêt de ça, c'est que contrairement à un copier-coller ou un copier-coller des pions, ça va pas changer le ID du pion, donc du coup leurs fiches vont rester synchronisées avec eux, ils vont rester en impersonate, et ça c'est un gros progrès parce que du coup ils n'auront pas besoin de resynchroniser leurs fiches comme il a fallu le faire précédemment dans mes frameworks précédents. Donc avec cette fonction là, vous pouvez garder les pions comme ça. Donc si vous n'avez pas de destination que vous pouvez sélectionner, que vous cliquez sur téléporter, il va créer cet objet là. Il va vous donner des instructions également dans le chat, et cet objet-là a été rajouté automatiquement sur le pion objet, c'est un cercle de téléportation, et vous pouvez après cliquer de nouveau, après avoir sélectionné sur la couche objet, vous le sélectionnez, vous cliquez sur téléporter, et là du coup il va vous les envoyer là. Cet objet sera invisible aux joueurs, donc vous inquiétez pas, et une fois que vous aurez fini, vous pouvez le supprimer, il n'y a pas de problème, et ça va... Hop, il va vous le recréer si vous en avez de nouveaux besoins en téléportant sans avoir sélectionné une destination. Cela nous amène maintenant au groupe de macros suivantes, c'est-à-dire celle-ci, la gestion des pions. Donc ces macros servent essentiellement à faire des modifications en groupe sur des pions ou en importer ou ce genre de choses. Alors, la première, changer type, nécessite d'abord de cliquer un pion. Si vous avez un doute, regardez toujours dans l'infobulle, il vous dira si vous devez sélectionner un groupe de pions ou des pions. Voilà, par exemple ici, sélectionnez un groupe de pions et choisissez le type de pion auquel ils correspondent. Donc en gros, c'est le même effet que de cliquer sur chaque fiche de chaque pion et de cliquer sur ce petit lien, sauf que là vous pouvez le définir pour plusieurs pions. Donc je vais prendre ces pions là, donc par exemple ce pion-ci, je vais zoomer un peu plus. Ah oui, il faut d'abord que je sélectionne token ici puisque j'avais sélectionné object en dernier. Donc ce pion là est un extra PNG et ce pion là est un extra PJ. Je les sélectionne tous les deux, je fais changer type. Là il regarde la liste des types de pions définis pour cet univers-là, hein, donc voilà les 4 que j'ai prédéfinis pour le framework, et je vais choisir de les transformer en Joker PNG. Voilà, je fais ça, hop, donc ça va assez vite après ça, et après ça va rafraîchir la fiche, je regarde, hop là, il faut que je rafraîchisse un peu plus peut-être, voilà, Joker PNG, et ici pareil, hein, je fais la même chose, je clique sur la petite image, Joker PNG. Donc voilà, et du coup maintenant vous voyez que leur total de wildcard, enfin de joker, de jetons, a été augmenté à 2, c'est passé de 0 à 2, hein, parce que c'est ce que peuvent avoir les jokers PNJ, hein, qu'ils ont au début de la partie à chaque fois. Voilà. Et pareil, au niveau de leurs blessures, ils sont passés d'extra au statut de joker, donc du coup ils peuvent avoir plus de blessures avant de tomber en état critique. Donc voilà, ça permet de changer en masse le type de pion de plusieurs pions. Donc si vous avez fait une erreur et que vous voulez changer ça, c'est parfait. Ensuite, config pion, c'est la même idée, sauf que cette fois-ci, ça va nous amener à cet endroit-là ici. Alors ici, il est recommandé de ne sélectionner qu'un seul pion pour faire ça. L'intérêt de ça, c'est que des fois, quand on fait le config pion de
à partir de la fiche directement, ça peut parfois causer un problème. Par exemple, vous appelez un attribut dans une de ces fenêtres-là, et par la suite, vous supprimez l'attribut de la fiche. Après, quand vous essayez de rafraîchir la fiche, ça risque de causer des problèmes. Vous allez avoir un message en gras vous disant cet attribut n'existe plus, essayez d'aller dans la configuration et de changer ça. Donc voilà, généralement vous regardez, et comme vous ne pouvez pas rafraîchir la fiche du coup, parce que ça a causé ce problème-là, vous pouvez généralement pas aller ici. Donc du coup, vous pouvez cliquer sur le pion, cliquer sur config pion, et ça vous amène au même endroit, et là vous pouvez changer, regardez où se trouve l'attribut en question, ou alors des fois ce qui va passer, c'est que s'il ne trouve pas l'attribut dans la liste, il va en fait vous remettre au premier attribut par défaut dans la liste. Là, ça reviendrait sur agilité par exemple. Et donc du coup, regardez là où il y a un attribut qui n'est pas à sa place, et c'est là où il faut probablement changer quelque chose. Une autre solution consiste à recréer l'attribut manquant dans la liste des attributs ou des compétences, et après ça devrait marcher de nouveau. Par contre, il faut choisir exactement le même nom. Ça se base sur le nom, pas sur le nom d'affichage, et donc ça sera le nom sans l'accent, et c'est ça que vous utiliserez pour le remettre. Donc voilà, c'est à ça que ça sert en gros. Ensuite, option de fiche, là c'est pareil, vous pouvez sélectionner un pion, cliquez sur ces options de fiche et ça vous amène au même endroit qu'ici. Le but en est la même chose, au cas où il y aura un problème, ça vous permet de revenir là et de modifier sans avoir à accéder à la fiche au cas où elle refuserait de se rafraîchir parce qu'il y a un bug quelque part. Voilà, donc pour ces deux-là, il est recommandé, donc c'est bien, il est indiqué, permet de configurer un pion sans ouvrir la fiche. Voilà, donc regardez l'infobulle, ça vous donnera les indications. Enfin, pion clé en main permet en fait d'ajouter en masse des pions prédéfinis. Il y a une carte que je vais montrer plutôt ici, en allant dans Select Map ici. Il y a une carte ici qui n'est pas accessible aux joueurs, qui s'appelle MJ Kaja Monstre, ne pas supprimer. Cette carte permet en fait d'être un stockage de pions que vous pouvez créer à l'avance, les mettre là-dedans, et après, quand vous utilisez à partir de n'importe quelle carte pion clé en main, ça va vous montrer la liste des pions qu'il y a sur cette carte MJ Kaja Monstre et d'en importer plusieurs. Vous pouvez choisir le nombre. Et donc en fait comme ça vous permet pour une rencontre rapide, ou si vous avez des monstres qui reviennent souvent, plutôt que de les stocker là où vous allez faire, vous les stockez sur cette carte MJ Kaja Monstre. Les monstres sont assez standards dans Savage Worlds, donc du coup il n'y a pas vraiment de différence, beaucoup de différence de l'un à l'autre, ou alors il y en a peu, et donc du coup vous pouvez apporter le monstre et après le modifier pour le customiser pour l'occasion. Vous voyez de la façon dont j'ai nommé ces monstres sur la carte, en fait c'est juste pour une raison de practicalité, c'est que j'ai commencé par appeler la catégorie de pions, mais ça c'est vraiment catégorie arbitraire, hein. Je les ai appelés les alliés, c'est ceux qui sont supposés aider les personnages. J'ai après mis des monstres, hein, un orc et un chef, un orc générique et après un chef, et c'est juste que j'ai mis dans un ordre de façon qu'ils soient triés d'ordre alphabétique de façon facile à retrouver. Les véhicules sont tous en dernier. Après j'ai mis 3 types de véhicules, parce que leur fiche est un petit peu différente, j'ai retiré certains attributs, j'en ai rajouté d'autres qui sont spécifiques aux véhicules, mais en gros toutes ces fiches fonctionnent de la même façon, c'est le même principe, hein. Et donc après ça, hein, vous pouvez, je vais prendre par exemple, je veux un groupe de 5 orques, hop, je mets 5 ici, et voilà, ça va prendre un petit peu de temps, et voilà, je les zoome pour les trouver, mais il me les a collés ici, et vous voyez, il les a nommés de façon, il y a monstre orc, après monstre orc 1, monstre orc 2, Monstre Orc 3 et Monstre Orc 4. Mais autre part, vous voyez que quand je les ai créés, je les ai mis sur la cage MJ Kaja Monstre, j'ai rajouté leurs compétences, changé leurs attributs, j'ai donné les armures et les armes telles qu'ils sont décrites dans le bouquin de règles, et donc voilà quoi. Donc ça permet assez rapidement d'avoir une collection de monstres et de les mettre là. Alors c'est quelque chose qui est sympa, ça permet d'être spécifique à un univers, parce que vous enregistrez votre framework pour un univers donné, vous créez un nouveau framework, vous pourrez avoir des monstres complètement différents dans le MJ Kaja Monstre. Ce qui est sympa aussi, c'est que au fur et à mesure que vous créez les scénarios, vous n'êtes pas obligé de créer tous les monstres du bouquin de règles pour l'univers donné. Au fur et à mesure que vous créez un monstre, n'oubliez pas d'en coller une copie, copier-coller une copie pour l'envoyer dans le MJ Kaja Monstre, et renommez-le en mettant le préfixe monstre ou allié ou véhicule, et comme ça vous allez vous retrouver petit à petit avec une collection de monstres qui sont réutilisables avec un minimum d'effort. Voilà. Ensuite, nous allons garder la dernière ligne ici qui correspond à la customisation d'un univers. On va le garder pour une vidéo séparée qui va être spécifique à comment créer un univers. Là, vous avez dans ce framework tout ce qu'il faut qui colle aux règles
de Savage Worlds Deluxe, le bouquin qui a été traduit par la BBE. Après, vous allez pouvoir customiser ça et pour n'importe quel univers, mais pour l'instant tout est déjà inclus, que ce soit atout, handicap, pouvoir, attitude, objet d'inventaire, armes et armure, c'est très complet. Ça a été fait en grande partie par Human, de la communauté JDR virtuelle également, qui a fait ça en plus d'aider à coder certaines des fonctions de base de ce framework. Et donc déjà vous avez de quoi faire. Voilà. Donc ensuite, pour finir, nous allons nous occuper de ce tableau de bord. Ce tableau de bord s'ouvre uniquement pour le MJ. Je le cale aussi ici parce que c'est facile après de passer du chat à ici, donc il est facile à voir. Ah, je cache ça. Et donc il va s'ouvrir automatiquement dès que le MJ ouvre une fiche. Il va s'ouvrir automatiquement. Hein. Vous pouvez également l'ouvrir. J'essaie de me rappeler. Non, il n'y a plus de moyen de l'ouvrir manuellement. En fait, il faut simplement ouvrir une fiche et après le docker pour le mettre là. Alors, ce mode-là permet de passer entre mode public et secret. Et pour faire cela, vous cliquez simplement sur ce lien. Il y a marqué pareil une infobulle à peu près sur chaque fonction, donc je vous invite à les consulter. Est-ce que c'est expliqué en détail ce que ça fait? Mais en gros déjà, si vous cliquez ça, hop, là vous voyez passer en mode secret. En mode secret, ça veut dire que les cartes que vous allez tirer à partir de ce tableau de bord seront toujours cachées. Hein, les joueurs ne verront pas le résultat. Et également, quand vous cliquez en tant que MJ sur n'importe quelle fiche, quand vous cliquez je n'ai pas cliqué sur le pion d'abord, mais quand vous cliquez, comme je vais vous le montrer, il faut bien cliquer sur le pion en tant que MJ, je l'avais expliqué un peu plus tôt. Vous cliquez sur une fonction, un jet de dés par exemple, il va se mettre automatiquement en que MJ par défaut, et même si votre dernier jet était public par exemple. Donc ça évite d'oublier de le faire. Hein. Voilà, donc là en mode secret, je me remets en mode manuel ici, et donc ici, vous avez un récapitulatif qui vous montre le nombre de jetons que vous avez, hein, du pool de jetons que vous pouvez utiliser pour tous vos extras et tous vos jokers PNJ. Si vous cliquez dessus, comme expliqué, vous ajoutez un jeton au pool du MJ. Hop, hop. Hein, voilà, je viens d'en cliquer 2 fois et ça me le rajouter manuellement. Hein. Pour dépenser des pions comme ça, vous prenez un pion donné. Alors il faut prendre un PNJ, ça va pas marcher avec les PJ. Hein, vous prenez un PNJ, vous cliquez là et vous choisissez d'utiliser le pool. Et alors même si vous ne faites pas un jet, vous faites autre ici, vous mettez pool là et hop, ça vous permet de diminuer ce chiffre. Je le fais de nouveau, hop, autre, comme ça il n'y a pas de jet qui va s'afficher et j'utilise le pool et hop, ça m'a remis à 2. Donc c'est la façon de baisser. Hein, c'est la façon de baisser, ça évite de baisser de vous tricher de vos jetons par erreur. Et vous pouvez ainsi modifier le nombre de vos jetons. À droite ici, vous avez un lien vers le deck d'action ou d'initiative. C'est le même que vous faites quand vous tirez l'initiative pour les différents pions. Et vous pouvez également, il peut être utilisé pour d'autres choses dans le jeu. Hein. Il y a des moments où on dit tirer une carte, c'est notamment le cas pour les courses-poursuites ou pour certaines actions autres. Et donc, si vous cliquez simplement sur la carte ici, hop, ça vous tire comme ça. Si vous êtes en mode secret, le résultat de la carte sera secret. Et vous voyez que ça retire les cartes du total. Hein. C'est pour ça qu'ici c'est à montrer de dos, hein, ça ne sera pas visible pour les joueurs. Et voilà ici. Et donc voilà, vous pouvez tirer rapidement. Et même si vous sélectionnez des pions, ça ne va pas se rajouter dans leur initiative. Pour faire l'initiative d'un pion, il faut soit cliquer sur sa fiche, soit sélectionner les pions et cliquer sur le bouton initiative du panneau d'initiative. Si vous voulez maintenant redistribuer, enfin plutôt remélanger les cartes, vous pouvez le faire à tout moment manuellement en cliquant sur le chiffre de carte. Et c'est marqué, il y a un hyperlien ici aussi, cliquez pour mélanger ce deck, cliquez là et hop, il a repris toutes les cartes et il a repris là. Donc vous voyez, à ce moment-là, il n'y avait aucun joueur qui avait de cartes en main parce que en fait, ils n'étaient plus dans l'initiative, sinon on les verrait là. C'est pour ça qu'il ne m'a pas demandé si je voulais les récupérer. Maintenant, je vais faire ça, je vais tirer l'initiative pour ce pion. Voilà. Voilà. Et vous voyez qu'on est là. Maintenant, il ne reste plus que 54 rois. Je vais cliquer sur ce chiffre-là et il me demande, voulez-vous remettre ces cartes dans le deck avant de mélanger? Alors, sachant que là, la carte, il l'a en main. Donc, c'est pas forcé que vous le vouliez. C'est pour ça que l'option est décochée par défaut. Si je voulais le mettre, ça va faire ça, ok, il reprend tout. Bon, ça retrouve un truc bizarre parce que lui il se retrouve avec une initiative, mais la carte est revenue dans le deck. Donc c'est à vous de voir, mais normalement je le ferai pas. Hein, voilà. Donc voilà, maintenant je vais le retirer de l'initiative en cliquant simplement sur début fin combat, hop, et voilà.
Donc c'est comme ça qu'on fait pour ça. Ensuite, difficulté des jets. Il y a pareil, infobulle un peu partout ici, et donc ici ça vous indique comment ça marche. Et ben en fait, la difficulté des jets, normalement pour la plupart des jets, est à 4. Voilà, et vous pouvez ensuite soit appuyer sur la touche entrée, ça vous montre une nouvelle difficulté pour le jet. Si vous ne voulez pas le faire sur le jet clé, vous pouvez aussi cliquer sur valider, ça fait la même chose, et ça rentre la valeur qui est ici. Et ça devient la nouvelle difficulté pour les prochains jets. Après ça, on a vu plusieurs façons de changer cette difficulté, donc vous pouvez le faire à la main, comme ça, en rentrant le chiffre ici, et en cliquant sur valider ou la touche entrée. Vous pouvez également, sur un pion, cliquer sur un des marqueurs, donc là ici il y en a 4, mais normalement par défaut il y a parade et résistance, et hop je clique là, ça a changé la difficulté, et ça les joueurs peuvent le faire sur leur fiche, donc ça permet de rapidement changer la difficulté avant de faire un jet qui va utiliser cette valeur. Pareil pour résistance, vous avez également, quand vous faites un jet, je vais sélectionner, ce pion-là est sélectionné, je vais demander de faire un jet d'agilité, hop il a fait agilité, vous pouvez cliquer sur le résultat et ça devient une nouvelle difficulté. Ça c'est pratique pour les jets d'opposition, ou par exemple vous demandez à un joueur de faire un jet de discrétion, et son jet de discrétion, le résultat va s'afficher là, vous lui dites, soit vous le faites vous-même, soit vous lui dites de cliquer sur le résultat, ça va devenir une nouvelle difficulté qui pourra être utilisée pour par exemple le prochain jet de perception d'un PNJ. Et voilà, donc du coup rapidement ça permet de changer la difficulté sans se prendre la tête. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez également pour remettre la difficulté à 4, parce que c'est la plus commune, j'ai fait un petit raccourci là, ce bouton là, vous cliquez, sur ce lien là, vous cliquez remettre à 4 et hop, automatiquement ça remet à 4. Parce que c'est la difficulté la plus commune, donc autant la rendre accessible autant que possible. Donc voilà, cela clôture cette vidéo. Nous avons vu la plupart des actions spécifiques au MJ sur la fiche, sur le panneau de campagne et comment utiliser le tableau de bord. Il nous reste en gros 2 vidéos à clôturer. La première sera encore spécifique au MJ et contiendra les différents processus pour customiser votre campagne, votre framework Savage Worlds pour un univers donné, pour vos règles maison également. Et ça passe par différents endroits, donc on verra toutes ces différentes fonctions. Et la dernière sera utilisable pour les MJ et pour les joueurs dans un certain degré, ça nous permettra de voir un petit peu les mécaniques, mais en gros ça sera passé en revue un combat complet qui montrera les différentes séquences, les jets à faire et ce genre de choses, pour voir aussi comment on peut faire pour se rendre la vie un peu plus facile quand on fait ces combats. Voilà, donc voilà, cela clôture cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu de nouveau. Il y aura sûrement un petit addendum à cette vidéo, une fois que j'aurai réparé 2 ou 3 macros qui ont des bugs dans ce framework. Et dans ce cas-là, ce sera un petit appendice à rajouter à cette vidéo. Voilà, bonne continuation, bon jeu avec le framework et à bientôt.